C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M, épisode 42. La Purge, la sombre histoire, un documentaire choc sur la répression des personnes de nos communautés par le gouvernement fédéral qui a duré jusque dans les années 90. Hosanna ou la Sherazade des pauvres, un événement théâtral au Trident à Québec. Prévention du suicide à la chronique en toute fluidité. Et notre première chronique Transatlanqueer avec notre correspondant à Paris, Christophe Gérard. À l'heure où l'arc-en-ciel se lève, on ne promet pas mer et monde, mais on déplace pas mal pour vous informer. Transatlanqueer. Des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Gérard. Bon, on vous a dit que l'émission serait différente cette année. En fait, parmi ces choses différentes, c'est des nouvelles chroniques et aussi des nouveaux sons. Hein? On aime bien vous faire entendre de nouveaux sons et aussi de nouvelles voix. On a décidé cette année de vraiment s'intéresser à l'actualité, pas seulement ici au Canada, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Alors, la raison pour laquelle donc on fait un Transatlanqueer, c'est qu'on va prendre le bateau, ou plutôt l'Internet, et se rendre à Paris, où on rejoint notre correspondant. Il s'appelle Christophe Gérard. Salut Christophe. Bon, on n'entend pas Christophe. On va y arriver. Alors, allô Christophe. Oui, là, je pense qu'on t'entend. Salut Christophe. Tu m'entends? Oui, on t'entend. Est-ce que tu m'entends? Très bien. Est-ce que tu m'entends, Ok. moi? Oui. Bonjour Denis Martin. Salut. Moi, je Bonsoir. t'entends très très bien. Ou peut-être bonne nuit chez toi, hein, parce qu'il est Bonsoir, tard. oui. Oui, oui. Écoute, on va parler C'est pas d'actualité. encore tout à fait la nuit. Non. On va parler d'actualité queer à cette émission, d'actualité queer de l'autre côté, outre-mer, parce que souvent, ce qui se passe ailleurs, ça finit par avoir des répercussions chez nous. Et donc, allons-y. C'est quoi l'actualité queer présentement en France? Je vais commencer par le 10 juillet dernier, puisque c'est la date à laquelle la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes et à la diversité a dévoilé le nouveau plan de lutte contre les violences anti-LGBTQIA+, pour la période 2023-2026. Un sujet qui est présenté comme étant une priorité du gouvernement actuel. Alors, selon le communiqué de presse, ce plan s'inscrit dans une volonté politique forte de déployer des actions concrètes et ambitieuses avec pour objectif d'éradiquer le fléau de la haine et donc de la violence. Et pour ce faire, c'est plus d'une centaine de partenaires, des associations, différents ministères, des entreprises et des institutions indépendantes qui ont travaillé ensemble pour présenter et proposer plus de 30 mesures. Alors, ce nouveau plan s'articule autour de 5 axes. Le premier, c'est de nommer la réalité des LGBT-phobies, de mieux les mesurer, de garantir l'accès et l'effectivité des droits, de sanctionner les auteurs et les actes LGBT-phobes et de développer la stratégie française au niveau européen et international. Il bénéficie d'un budget de 10 millions d'euros, une aide exceptionnelle de 7 millions étant ajoutée aux 3 millions annoncés en 2021. À en croire le gouvernement, ce nouveau plan est donc ambitieux. Mais à la lecture des mesures prises, on peut se demander si elles suffiront pour lutter réellement contre ces haines et violences en constante augmentation, ou s'il n'est pas seulement un énième effet d'annonce qui sera classé sans suite. Oui, parce que là, tu parles d'augmentation des haines et des violences, là, parce qu'il y en a en France présentement. En fait, il y en a partout dans le monde, mais il y en a dans ton coin, là. Tout à fait. Hein. Si on se base depuis 2016, les actes et les délits LGBT phobes ont augmenté de 219%. Et paradoxalement, seulement 20% des victimes de ces actes portent plainte. Et si on se base uniquement sur les victimes d'injures LGBT-phobes, le pourcentage tombe à 5%. Pour Joël Demier, qui est le coprésident de SOS Homophobie, si certaines mesures vont dans le bon sens, le gouvernement a manqué d'implication et de réaction face à l'explosion des agressions LGBT-phobes en 2022, une année durant laquelle il y a eu une agression physique contre une personne queer tous les 2 jours en France.
Selon lui, il manque de mesures phares, notamment à destination des personnes trans, comme la déjudiciarisation. À l'heure actuelle, une personne trans doit passer devant un juge pour obtenir un changement de genre à l'état civil. Hmm. Joël Demier espère également que l'aide exceptionnelle de 7 millions d'euros, dont je parlais tout à l'heure, sera pérennisée. Parmi les mesures qui sont annoncées, l'État veut que 100% des effectifs des forces de l'ordre soient formés aux thématiques LGBTQIA+. Le but étant de renforcer les patrouilles de sécurité aux bons endroits, au bon moment. Mais selon SOS Homophobie, ce point apparaissait déjà dans les précédents plans et n'a jamais été appliqué. Alors certes, ce plan contre la haine et les violences anti-LGBTQIA+, elle mérite d'exister, mais il ne faudrait pas qu'il se transforme en mesure bonne conscience, en une sorte d'inventaire à l'après-vert, sans réelle action concrète. Il faut savoir que les actes LGBTQIA+, continuent, hein, et malgré l'annonce de ce plan, comme si de rien n'était et sans aucune médiatisation. Bref, il y a encore du travail et des combats à mener pour que les choses s'améliorent enfin. Il est à noter également que le 30 août dernier, Olivier Klein, qui est l'ancien ministre délégué de la ville et du logement et l'ancien maire de la ville de Clichy-sous-Bois, a été nommé à la tête de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, ce qu'on appelle chez nous la DILCRA, qui est un organe important contre toutes les formes de discrimination. Ben justement, tu parlais de formation aux thématiques LGBTQIA+. Là, qui s'en charge de ça chez vous? Alors, c'est l'association FLAG qui a cette mission, à qui revient cette mission au sein de la police notamment. Et cette dernière a fait le buzz pardon, à la fin du mois d'août pour des raisons bien plus glorieuses. FLAG, c'est l'association qui regroupe policières et policiers, pompières et pompiers, agences des ministères de l'Intérieur et de la Justice, toutes et tous engagés contre les LGBT-phobies. Le 26 août dernier, c'est dans un tweet que Michael Bûcheron, cofondateur et ancien président de la structure, dénonçait l'élection d'un président proche de l'extrême droite. Dénonciation et tweet renforcés par une lettre ouverte adressée aux adhérents de l'association. Les 15 signataires, parmi lesquels 5 membres fondateurs, mettaient en avant les dérives de FLAG et appelaient à une mobilisation sans faille des policières et policiers pour un réveil républicain. Cet appel faisait suite au départ de Joanne Caviro, présidente durant les 4 dernières années, et à l'élection de Michel Leguéré par le comité d'administration pour le remplacer. Il n'en fallait pas plus pour faire polémique, puisque des prises de position de Leguéré, proches de l'extrême droite, et notamment d'Éric Zemmour, ont refait surface. Ah oui, hein? Moins de Zemmour, plus d'amour, s'il vous plaît. Tout à fait. Pour les signataires de la lettre, il est inacceptable que FLAG puisse élire en son sein un président défendant des valeurs qui sont contraires aux droits essentiels des personnes LGBTQIA+, et à la lutte contre les LGBT-phobies et le racisme. Michel Leguéré a en effet occupé la présidence de l'Alliance souverainiste de l'estuaire de la Rance, une association qui comptait parmi ses membres plusieurs personnes du Rassemblement national. Et son nom apparaît également aux côtés de celui d'Éric Zemmour en 2021, puisqu'il a organisé l'avenue du candidat à la présidentielle pour une conférence culturelle en Bretagne. Alors face à cette polémique, Michel Leguéré a très rapidement démissionné. Et son poste de président tout en restant en fait au sein du comité d'administration. Et dans un communiqué, il a nié toute proximité avec Zemmour. Et devant ce remue-ménage, la fédération LGBTI+, s'est désolidarisée de FLAG en précisant qu'elle était soulagée de la démission de Leguéré, mais qu'elle restait vigilante car pour elle, c'est l'intégrité de la direction de l'association qui porte la responsabilité de cette situation, ajoutant que le mouvement LGBTQIA+ a besoin de policières et policiers, de gendarmes et des personnels de justice alliés pour faire évoluer cette institution. Alors, depuis, une nouvelle élection a été organisée et c'est Vanessa Récoul, chef du centre de traitement de l'alerte des pompiers de l'Aisne, qui a pris la présidence de FLAG. C'est une personnalité plus fédératrice qui devrait permettre à l'association de retrouver un peu de sérénité. Il ne reste pas beaucoup de temps, il reste encore quelques minutes, mais on pourrait peut-être parler des thérapies de conversion qui sont toujours pratiquées en France. Tout à fait. C'est une enquête de la chaîne d'information en continu BFM TV qui a révélé récemment que l'association protestante évangélique Torrent de Vie avait organisé cet été dans le sud de la France des séjours pour, je cite, aider les personnes chrétiennes à tendance homosexuelle qui se sentent mal à l'aise dans leur identité. Alors Et que les jusqu'à peu près. thérapies de conversion
les thérapies de conversion sont interdites en France depuis le 31 janvier 2022. C'est la journaliste Morgane Dumont qui a infiltré avec une caméra cachée un de ces séminaires au milieu de 27 participants. Au programme de ce séjour d'une semaine, des prières et des échanges en petits groupes pour renoncer au feu du désir. Hmm. Selon l'un des organisateurs, une attirance homosexuelle, c'est une façon de remplir quelque chose que je n'ai pas eu, de l'amour que je n'ai pas eu et que je vais chercher chez un semblable. Des mots supposés guéris à force de câlins et de prières pour combler un manque d'amour. Un pasteur qui ne savait pas qu'il était filmé suggère de se couper du monde extérieur. N'hésite pas. Les podcasts à la croix, Facebook à la croix, tout ce qui peut te donner des images qui sont toujours des séductions, débarrasse ça. Au final de cette semaine, un participant demande à une femme de s'agenouiller tandis que 11 personnes l'entourent et prient pour la délivrer des ténèbres de l'homosexualité. L'association Torrent de Vie est implantée dans une quinzaine de villes à travers la France. Elle a été fondée par Andrew Kominski, qui est un Américain, qui explique qu'il était homosexuel et qu'il est devenu hétérosexuel grâce à Dieu et à ses thérapies. Alors, ce n'est pas la première fois que l'association fait parler d'elle. En 2021, elle a déjà été épinglée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Dans son rapport, il est précisé que Torrent de Vie se défend de pratiquer toute thérapie de conversion, mais d'y aider à la restauration de l'identité relationnelle et sexuelle des participants, souvent déchirés entre leur sexualité et leur vie chrétienne. Alors, si la mission invite à faire la différence entre les thérapies à vocation psychiatrique et médicale de celles à vocation religieuse, elle note cependant que tous ces groupes entendent guérir l'homosexualité ou la transidentité en utilisant des éléments de la dérive sectaire comme la déstabilisation mentale, l'atteinte à l'intégrité physique ou encore un discours antisocial. Suite à cette diffusion de cette enquête, Bérangère Couillard, qui est la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes et à la diversité, a saisi le procureur de la République et la DILCRA en déclarant qu'elle condamnait fermement ces pratiques. On a un petit peu de temps. Allons-y pour faire peut-être un tour d'Europe de l'actualité queer. Tout à fait, en commençant par l'Allemagne, où le gouvernement a dévoilé le 23 août dernier un projet de loi dit d'autodétermination du genre qui vise à simplifier les démarches du changement de genre et de prénom pour les personnes transgenres, intersexes, mais aussi non-binaires. Alors, il n'y aura plus besoin d'une décision de justice, il suffira simplement de remplir une déclaration directement auprès des services d'état civil. Et c'est une loi qui concerne les individus à partir de 14 ans. Alors, si ça semble être un véritable progrès, rien n'est encore fait, puisque cette loi est controversée par les conservateurs, on s'en doute, et que pour qu'elle soit appliquée, elle doit d'abord être adoptée par le Bundestag, le Parlement allemand, et c'est loin d'être gagné. On a le temps de parler des Pays-Bas. Allons-y rapidement. Miss Pays-Bas. Il y a quelque chose Alors, d'intéressant, oui. Tout à fait, puisque le 8 juillet dernier, Ricky Kolle a été élue Miss Pays-Bas. Ça peut paraître bizarre de parler d'une élection de Miss, mais en fait, pas tant que ça, puisque à 22 ans, Ricky Kolle est la première femme trans à obtenir ce titre aux Pays-Bas. Et si elle a été largement soutenue par les internautes, elle a également, on le suppose, subi une vague de commentaires transphobes sur les réseaux sociaux après sa victoire. Et face à cette situation, elle a déclaré: Je nous pensais plus tolérants aux Pays-Bas, mais ces commentaires montrent la réalité de notre société et j'espère que cela fera réagir. Les gens me voient comme la gagnante trans de la compétition. Je suis la gagnante tout court. Et si ma victoire à ce concours peut servir d'exemple à toutes les petites Ricky qui font face à la souffrance et au rejet familial après avoir engagé leur transition, c'est là ma vraie victoire. Ricky Kolle participera en décembre prochain au concours Miss Univers et deviendra ainsi la deuxième femme trans concurrente après l'espagnole Anchela Ponce. Bien, on va s'arrêter ici, Christophe Gérard à Paris. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission aujourd'hui. Merci à toi, c'est un vrai plaisir de rejoindre l'équipe et je vous dis au mois prochain Au mois pour prochain. une nouvelle Transatlantique Queer. Merci. En bref. L'architecte paysagiste émérite Claude Cormier, qui a travaillé sur plusieurs projets d'envergure à travers le Canada et ailleurs dans le monde, est décédé vendredi. Monsieur Cormier, qui est connu pour les boules roses qui ont surplombé le village de Montréal pendant 8 ans, est décédé d'un cancer. Il avait 63 ans. Son dernier projet à Montréal, un anneau de 30 mètres et de 23 tonnes sur l'esplanade de la place Ville-Marie, a été inauguré l'an dernier. Claude Cormier a œuvré à l'aménagement de plusieurs places publiques et parcs urbains parmi les plus aimés de Montréal, mais également à Toronto, sa deuxième ville d'adoption.
Il nous a fait rayonner et continue de nous faire rayonner à l'international. Les gens reconnaissent certains symboles. Comme artiste, comme architecte, il était extrêmement reconnu, a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante. C'est évident que M. Cormier va se retrouver dans les éventuels choix à faire pour nommer une place, une rue, un parc. Il y a différentes options, mais M. Cormier ne sera pas oublié. Source radiocanada.ca. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. On va écouter un petit extrait ici de la bande-annonce d'un documentaire choc qui s'appelle La Purge et on va parler à son réalisateur. Aujourd'hui, nous parlons enfin du rôle qu'a joué le Canada dans l'oppression, la criminalisation et la violence systémique à l'endroit des communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et bispirituels. Aux années 50, il y avait une espèce de chasse aux sorcières. C'était interdit aux soldats d'être homosexuels. Cette politique a continué jusqu'à 92. Le plus honteux, c'est que mon gouvernement ait fait ça. Tous mes amis, ma famille disaient « Steve va être le chef d'état-major des Forces canadiennes une bonne journée. » Il adore ça. On a mis du monde à la porte, il y a du monde qui se sont suicidés. On a détruit des vies. Ils m'ont recraché dehors comme un vulgaire déchet. C'est qui fait le mal dans le cas? Comment vous faites l'amour? Je te jure, j'ai passé à ça de me tuer. Je n'ai jamais oublié. C'est ça qui va être écrit en bas de ma pierre tombale. Je te jure. Ouais. Je vais prendre une expression québécoise qu'on aime bien entendre, mais ça rentre dans le dash. Alors, c'est une période de notre histoire pas si lointaine, puis c'est une période épouvantable. Entre 1950 et 1996, au moins 30 000 Canadiens et Canadiennes ont été fichés par le gouvernement fédéral en raison de leur appartenance à nos communautés de LGBTQIA+. 9 000 ont perdu leur emploi dans les forces armées, la gendarmerie royale, la fonction publique, parce qu'elles étaient queer. Cela même si le gouvernement de Pierre Trudeau avait auparavant décriminalisé l'homosexualité en 1969 et bien après l'adoption de la Charte des droits et libertés en 1982. Donc, on a entendu au début, c'est le premier ministre Justin Trudeau qui s'excuse, qui reconnaît que cette discrimination-là a été systémique auprès de nos communautés. C'est connu sous le nom de purge. Et c'est une politique interne qui visait donc à écarter les personnes LGBT de la population active, justifiée par l'argument selon lequel elles représentaient une menace à la sécurité nationale. Ça a dévasté la vie et la carrière de milliers de personnes. Ce qu'on a entendu, là, c'est un petit exemple de ce que vous entendiez dans le documentaire La Purge. Et nous recevons donc son réalisateur, Orlando Arriagada. Orlando, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Alors, Orlando, chaque fois que j'ai une nouvelle personne à l'émission, je veux juste m'assurer qu'on utilise bien le pronom « il » et les accords masculins avec vous ou avec toi. Oui. Orlando, il. Il. Alors, oui, bien, commençons par le début. Comment est venue l'idée de faire ce documentaire? L'idée, il vient de Nathalie Derry et Sylvie de Bellefeuille. Nathalie, c'est quelqu'un qui est membre de la communauté, qui a fait une recherche préliminaire et qui m'a présenté ce projet-là en tant que producteur. Parce que moi, j'ai produit, mon premier métier, c'est producteur. Et quand j'ai vu l'importance et aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait pas grande information et que les publics, surtout québécois, canadiens, n'étaient pas informés ou pas. Il y avait une grande connaissance de ce phénomène-là. J'ai décidé de porter le film parce que j'ai une sensibilité envers les minorités, moi-même en étant un immigrant. Je pense que le Canada, quand même, pour moi, c'est un pays avec une grande démocratie, mais ça m'a vraiment surpris de savoir que cette période-là de l'histoire a été cachée, ou mise de côté, et qu'il y en a beaucoup de monde qui ont souffert de ça. Donc, j'ai décidé de porter le film, il est réalisé, il est produit en même temps. Ce film est basé sur des témoignages assez choquants, je dois dire. Pour une raison ou d'autre, j'ai un petit trou de mémoire, là, mais il y a cette femme là, qui dit à un moment donné, j'oublierai jamais, elle est super fâchée. Là, et ça vient. Puis il y a Martine Roy aussi qu'on entend parler. Lucie Lapère. Oui, et puis
c'est quand même, puis qu'elle pardonnera jamais, puis sur sa tombe, ça veut dire, comme elle dit, je n'oublierai jamais. Comment toi, t'as reçu ces témoignages-là? Comment t'as vécu ça? Comment ça t'a interpellé comme personne? Je dirais qu'au premier lieu, quand on a choisi les personnages de ces films-là, on voulait vraiment des gens qui ils pourraient porter et aussi être capables de montrer ça à la caméra à visage découvert. Parce qu'on avait quelques personnages dans l'étape de recherche qui ont dit oui, je vais participer, mais je ne veux pas que les gens me reconnaissent. Donc, ça, c'est vraiment sine qua non pour nous parce qu'on voulait des gens qui assumaient ça, même si c'est très difficile parce que à chaque fois que chacun des personnages répète son histoire, c'est douloureux parce que dans le cas de Lucie, la perle, elle, sa vie était cassée. Il a tombé dans l'alcool, dans la drogue, la même chose que Martin Roy. Donc, pour moi, avoir des gens qui étaient capables d'assumer ça à la caméra, de façon, je dirais, transparente, même si c'est très douloureux. Pour moi, je dirais, j'étais un témoin privilégié avec la caméra. On voulait partager ça. Et je crois que c'est un des éléments qui fait que le film puisse toucher monsieur et madame tout le monde, parce que c'est des gens qu'on peut croiser dans la rue, que c'est pas ta soeur, ton frère, des gens qui sont proches de nous, mais qui on ne sait pas qui ont souffert cette période-là. Ils prennent une longue période quand même, c'est pas une année, c'est 2, 3, 4, 5 ans, de façon systémique et organisée. Donc, pour moi, je me sens privilégié et en même temps, j'ai essayé d'avoir un regard respectueux et sans devenir non plus, fait non plus de documentaire sensationnaliste, sans être voyeur. Je pense que les mots qui me viennent en tête, c'est la mot empathie et résilience, parce qu'il faut les entendre, il faut être porteur de cette histoire-là. Et j'utilise tout le temps la même figure métaphorique, c'est comme la frontière avec le Mexique et les États-Unis. Je suis le porteur des ballons qui va passer de l'autre côté de la frontière. Oui. Ça, je crois qu'il fallait être attentif et prendre notre temps, parce que l'autre angoisse en tant que réalisateur, c'était, OK, comme on dit dans le milieu, je ne vais pas faire juste une show de chaise. Des gens qui parlent à la caméra, qui donnent son témoignage, ça peut être très, très plat. Donc, on a pris une journée de tournage par personnage, on a arrêté, on continuait, et parfois c'était difficile, c'était très, très difficile, mais j'avais cette espèce de responsabilité d'avoir un regard respectueux et aussi, quand même, qui soit choc, parce que il faut brasser la caisse, comme on dit ici, non? Il faut que les gens vraiment s'en interpellent et que c'est des histoires des êtres humains qui ont été cassés. C'est une histoire très noire de notre histoire de droits humains au Canada, qui se vante souvent d'être je vais reprendre une expression qui n'existe pas vraiment, mais le plus meilleur pays du monde, pour citer quelqu'un qui ne l'a jamais dit, mais en tout cas. C'est un documentaire aussi qui s'ouvre avec la reconnaissance par Justin Trudeau que ces violences-là ont été systémiques et qu'elles ont été donc commises jusqu'en les années 90. Et ça a été fait en 2017, hein, cette déclaration-là. C'est important pour toi de commencer avec ça? Oui, parce que moi, je viens du Chili, ça fait 30 ans que je suis ici. Il y a des choses qui m'ont tout le temps surpris ici au Canada, c'est ce qu'on appelle les choix de société. Quand on dit un choix de société, on décide que la société québécoise, canadienne, assume certaines responsabilités, comme la responsabilité de la culture, la responsabilité de l'aide sociale. Et dans ces cas-là, voir les premiers ministres, peu importe son alliance politique, parce que je pense qu'on est au-dessus de ça, ce qu'ils prennent et ils disent, moi, au nom du bon gouvernement qui a fait X erreurs pendant une longue période, je m'excuse envers ces gens-là. Je m'excuse aussi envers la société, parce que comme je dis, c'était systémique et la quantité de vies qui ont été cassées et détruites, c'est incroyable. Donc, de savoir que le gouvernement, il y en avait une liste de 30 000 personnes qui a été surveillées, ils ont été pas persécutés, mais surveillées parce qu'on avait l'orientation sexuelle, c'était pas la correcte, la normative.
moi, ça me semble vraiment terrible, horrible, mais que le gouvernement, il prend la responsabilité de dire oui, on l'a fait, on ne veut plus le faire. Et ça qui est important, je pense que quand on parle de résilience, c'est ça. On dit, OK, on s'excuse, on continue à avancer, même s'il y a des gens que les excuses, c'est pas assez parce que sa vie était cassée. J'aimerais conclure avec cette question-là, Orlando. Quel est le message que tu veux passer ou qui devrait être passé par ce documentaire? Qu'il ne faut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, on assiste à une recrudescence des mouvements de droite, justement, de la droite religieuse dans quelques provinces au Canada. Aux États-Unis, la même chose. Je crois qu'on est en train de construire une société plus égalitaire et respectueuse. On a fait un bon bout de chemin et ce bout de chemin n'est pas fini encore, surtout avec la communauté queer. Il n'est pas fini. On doit continuer à avancer, mais c'est partie de l'histoire. Il faut que les gens continuent à les intégrer. J'aimerais beaucoup que ces films-là ils passent dans les écoles, dans l'armée, dans la fonction publique. C'est ça mon intention, c'est que ces films-là soient un outil, pas un outil de propagande, je dirais un outil de réflexion et de résilience. Alors, c'est un film, en fait, un documentaire qui est disponible présentement sur la plateforme tout.tv. On l'a vu ce week-end à la télévision. Merci beaucoup, Orlando Arriagada. Merci beaucoup pour ce beau documentaire et merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Très gentil, merci beaucoup. Merci. Ouais, tu peux mettre la... Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Et puis en deuxième partie de l'émission, on va parler de Hosanna ou la Sherazade des pauvres, un événement théâtral absolument incroyable qui joue présentement au Théâtre du Trident à Québec. Et on va parler aussi à la chronique en toute fluidité de la prévention du suicide. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 42. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de Hosanna ou la Sherazade des pauvres, texte merveilleux de Michel Tremblay qui est présenté au Théâtre du Trident à Québec et on va s'entretenir avec le metteur en scène de la pièce que je suis allé voir en fin de semaine. Et on va parler de deuil, je parlais de prévention du suicide, mais finalement on va parler de deuil à la chronique en toute fluidité avec Marie-Claude Johannes. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. J'en ai plein d'histoires. Les 1001 nuits de la Maine, qui s'en mêlent, qui s'emboîtent. La Sherazade des pauvres. Ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39 et je brûle. Je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Je sais pas si tu peux comprendre ça, là. C'est une des plus belles choses que j'avais jamais vues. Tu comprends-tu, moi, la pauvresse? Je me tenais debout devant tant de beauté. Hosanna! Rien de ce qui viendrait après pourrait surpasser ce qui venait de me bouleverser autant.
Parce que cette image-là, là, c'est tout ce que j'avais besoin pour devenir la vraie Hosanna. Celle qui rêve au plus haut des cieux. Bien, on vient d'entendre, c'est la bande-annonce de la pièce de théâtre Hosanna ou la Sherazade des pauvres. On connaît la pièce Hosanna, la pièce de théâtre. Pourquoi on dit Hosanna ou la Sherazade des pauvres? C'est parce que le Théâtre du Trident présente donc Hosanna, mais en a fait une adaptation à partir aussi du roman qui s'appelle La Sherazade des pauvres, publié l'an dernier par Michel Tremblay, qui reprend l'histoire de Hosanna, qui est Claude Lemieux dans le personnage, mais qui a maintenant 75 ans. Alors moi, je suis allé voir la pièce ce week-end, ce samedi, au Trident. La salle était comble, l'ambiance était très forte. Cette pièce est une adaptation d'Hosanna qui raconte l'histoire de Claude Lemieux, un travesti, parce que, comme le dit Claude, aka Hosanna, et je paraphrase, on était des travestis dans le temps parce qu'on n'était pas aussi glamour que les drag queens comme on les connaît présentement. Je dis bien une adaptation parce que le metteur en scène, Maxime Robin, a décidé d'ajouter des parties du roman La Sherazade des pauvres que Michel Tremblay a publié l'an dernier. On y retrouve donc Hosanna, Claude Lemieux, à 75 ans. C'est une personne aigrie, désabusée par la vie, et surtout depuis son humiliation au Hawaiian Lounge, quand son look supposément exclusif de Elizabeth Taylor dans Cléopâtre avait été copié par toutes les autres travestis. Et depuis lors, Claude Lemieux s'est renfermé et a mis Hosanna de côté. Son amoureux, Cuirette, est mort du sida. Alors, un jour, alors que la pandémie de la COVID-19 tire à sa fin, un ou une journaliste, on ne connaît pas trop le genre, Yannick, vient l'interviewer pour parler de cette époque-là. Et on y voit donc Luc Provost, l'homme qui est sous la perruque de Mado, qui incarne Hosanna à 75 ans. Et c'est Vincent Roy qui incarne Hosanna à l'époque dans une performance puissante, remplie d'intériorité. Il n'a qu'à planter un regard et on comprend tout. Cuirette est incarné brillamment par Gabriel Fournier. Et je ne passe pas sous silence Jacques Leblanc qui reprend avec grand plaisir le rôle de la duchesse de Langeais. Et ça se voit qu'il y a du plaisir. J'ai été époustouflé par Jonathan Gagnon en Sandra qui sait lip-syncer un beau gros tabac et qu'on peut sentir et comprendre jusqu'à la fin, dans la dernière rangée de la salle. J'allais rapidement parce que je dépasse mon temps, mais Valérie Larouche incarne plusieurs personnages, dont la mère d'Hosanna. Maxime Robin a choisi de présenter Hosanna en enfant, et ça aussi, ça frappe, surtout dans la scène d'humiliation. On en parle d'ailleurs dans l'entrevue que j'ai réalisée avec Maxime dans les coulisses du Trident, peu après la représentation de samedi. On se retrouve tout de suite après une représentation. C'est à chaud, c'est quand même assez... C'est quoi, c'est la 4e pour toi, Maxime? Mardi, il y a 2 avant-premières, plus jeudi, vendredi, samedi. C'est comme la 5e. Ouais. Je pense que la question se pose, comment tu te sens d'avoir vu... ce travail sur scène, là? Bien, c'est sûr que la première semaine, c'est là où le spectacle change le plus. Là. Tu sais, on n'avait pas de spectacle lundi. Puis on est rendu avec un spectacle, fait que ça fait du bien. Ouais. Non, je suis vraiment fier d'eux, je les trouve bons, je suis vraiment content. Alors, comment t'es venue l'idée de faire ce montage? Parce que c'est quand même, comme je l'ai dit en intro tout à l'heure, c'est une pièce de théâtre, mais c'est aussi un roman que tu as adapté ensemble. Oui. Quand l'idée est venue de monter Hosanna, je me suis dit, j'aimerais ça comme trouver une manière de remettre la pièce en contexte. Par rapport aux années 70, il y a eu comme beaucoup de la façon de percevoir le genre a beaucoup changé au cours des 50 dernières années. T'sais. Et puis, je me posais la question comment faire pour mettre ça en relief. Puis, mon ami m'a dit, Michel vient de publier un livre, la suite, Hosanna, qui est La Sherazade des pauvres, tu devrais le lire. Je l'ai lu, puis j'ai fait exactement ce dont j'ai besoin. C'est comme si Michel avait mystiquement répondu à ma demande. Fait qu'on a contacté son équipe pour savoir si on pouvait faire un montage des deux, puis ça a été accepté. Fait que voilà, ça a donné la naissance au projet. Je vais reprendre ce que tu as écrit dans le programme, où quelqu'un a écrit « Lâche-toi lousse ». Lâche-toi lousse. Lâche-toi lousse. Oui, c'est ça. C'est quand même... Moi, j'ai vu Hosanna toute seule par le passé, et je me rappelle qu'on parle déjà à ce moment-là de genre, même si c'était pas quelque chose comme on le fait maintenant. Ouais. Cette pièce est encore d'actualité. Absolument. C'est ça qui est merveilleux, c'est que l'œuvre de Michel est tellement importante, est tellement bien écrite qu'elle traverse le temps, là, 50 ans plus tard. Puis il était là hier, Michel, à la représentation, puis il dit on ne parle plus des mêmes choses maintenant qu'on parle de Hosanna. C'est comme ça a flippé. Ouais.
Fait que ça, c'est vraiment cool. Je pense que lui, il est très content, puis moi aussi, là, il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dans ce personnage-là, même 50 ans plus tard, c'est quand même exceptionnel. Tu es allé chercher Luc Provost. Oui. Pour que les gens, pour les besoins de la cause, parce que les gens connaissent plutôt Mado, mais Luc Provost, c'est l'homme sous la perruque. Exact. Et il joue comme Luc et non pas comme Mado. Exactement. C'est un choix, ça? C'est ton choix? Oui, c'est l'idée d'Olivier, en fait, on en a parlé, puis... Olivier Artaud, qui est le directeur artistique ici, oui. Et puis, c'est comme si... c'est une idée qu'on a trouvée qui était très porteuse, là, parce que ça finit par être un peu comme une espèce de portrait de la drague au cours des 50 dernières années, plus ou moins, mais c'est quand même... Il y a cet aspect-là là, dans la production, puis d'avoir Luc avec nous, ça devenait très, très significatif. Il pouvait nous aiguiller là-dedans, puis ce qu'il représente pour avoir été Mado la plus connue des dragues, c'était vraiment... Ça voulait dire beaucoup pour nous. On trouvait ça le fun. Maintenant, on est dans l'univers des drag queens, mais en fait, Claude Ozana, dans la pièce, dit dans le temps, on était des travestis, maintenant, c'est drag queens. Oui. C'est intéressant, ça. Absolument. C'était pas la même démarche. Là, de ce que je comprends, la drag queen, c'est beaucoup plus associé au spectacle, à la performance, alors que le travesti de l'époque, c'était une façon d'être, c'était d'être au monde, là, tu sais. Fait qu'il y a quand même... Déjà là, on perçoit toutes les ondes de gris qu'il peut avoir dans le genre, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. J'adore les espèces de précision, ambiguïté, questions non résolues qui sont semées par la combinaison des deux textes de Michel. Ouais. Parle-moi de toi, parce que j'ai lu le programme et ça m'a beaucoup touché. OK. Que tu parles de toi, tu as vécu quand même cette espèce de trucs au sujet d'être efféminé. Oui, ben c'est vraiment une question de... Tu sais, c'est drôle parce que quand on s'y met à travailler sur le texte, on se disait, on ne veut pas parler de l'orientation sexuelle de Zana, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est son genre. Puis je voulais vraiment dissocier les deux dans le travail. On a essayé de faire attention à ça parce que pour moi, c'est comme c'est comme tu sais, je parlais dans le programme de Judith Butler, là, qui est une penseuse qui a parlé de l'idée de performance du genre, que le genre, c'est une collection de gestes, d'attitudes qu'on fait puis qui sont comme un compromis entre la société, là, ce que les gens projettent sur nous puis ce qu'on désire être. Là. Et puis, tu sais, moi, je vois vraiment ça comme ça. Il y a des gens qui performent mieux le genre, peu importe leur orientation sexuelle, puis d'autres qui le performent de manière plus atypique. Là, fait que je trouvais ça intéressant de travailler ça. Les acteurs... dans le spectacle, tu sais, Valérie, à un moment donné, il y a une scène où elle est déguisée en homme, puis sa façon de bouger est influencée, sa façon de parler est influencée, tout, parce qu'elle joue un homme. Puis des fois, les autres personnages jouent souvent, alors qu'ils sont disons, biologiquement hommes, jouent des femmes, tu sais. On trouve ça intéressant de voir qu'est-ce qui change, là, tu sais, quand cette transformation-là arrive. Là, est-ce que c'était quelque chose qui a été difficile pour toi dans ta carrière? Le fait que tu joues un genre... atypiquement un genre, peut-être, si tu me permets d'utiliser ça? Oui, ben, je l'ai vu longtemps comme un obstacle. Puis depuis quelques années, je suis en train de le voir comme une ressource. Puis de me dire que c'est une force, puis il faut que je mise là-dessus, plutôt que d'essayer de me changer, là, que c'est ma singularité, là, finalement. Puis c'est la singularité de beaucoup de gens que je connais. C'est ça que j'ai essayé de mettre en valeur dans ce spectacle-là. Je voulais célébrer cette différence-là. Dans la pièce, il y a des choix intéressants que tu as faits. Je trouve intéressant de voir Claude en petit garçon. Oui. Et c'est là où, je le dis, là, les gens l'entendent à l'émission, c'est là où je me suis mis à pleurer à la fin parce que c'est venu me chercher. C'est venu chercher quelque chose en moi. Et surtout, à ce moment de notre actualité où tous les gens nous remettent en question avec les drag queens et les enfants. C'est un choix, ça. Est-ce que c'était à ce niveau-là que le choix a été fait? Je trouvais que j'aimais l'idée de la vulnérabilité de l'enfant, là, tu sais. Puis l'enfant, tout ce qu'il veut, c'est être bien, être à sa place, tu sais. Puis d'être aimé. Et puis, tu sais, pour je pense aux enfants transgenres, mais pas juste aux enfants transgenres, là, à tous les enfants du monde, on a envie de prendre soin de l'enfant, de le protéger, tu sais. Puis quand Zana, dans la pièce, elle se fait humilier, tu sais, ce que tu humilies, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui rêvait de porter la robe. C'est ça qui était fort, oui. Exactement. Ça a été très fort, très, très beau choix. D'ailleurs, ce n'est pas une pièce gay. Je pense qu'on va se le dire, c'est une pièce sur l'humiliation. Oui. C'est une pièce sur l'identité, c'est une pièce sur avoir le courage d'être qui on est, puis d'essayer de chercher du support, du soutien dans son entourage, puis de ne pas le trouver parfois.
puis quelles sont les conséquences de ça. Alors, jusqu'à maintenant, Maxime, c'est on était la 5e? Oui, c'est la 5e représentation. Es-tu content? Je suis très content, très, très content. Vraiment, je suis emballé par la réception. Je suis très content. Ben, moi, je vais terminer là-dessus, mais je vais quand même rappeler à notre auditoire, les gens vont te voir sur scène bientôt à Montréal. Oui, dans Les Sujets de l'âme sanglante, on s'en vient chez Duceppe à partir du 6 décembre. Moi, je l'ai vu. J'ai très hâte. Je l'ai vu, tu le sais. Oui. J'ai hâte de voir. J'espère que vous allez faire attention pour ne pas tomber dans l'eau cette fois-ci. Oui, on va essayer d'être vigilant par rapport à ça, pas glisser. Là. Ben, un gros merci encore d'avoir pris le temps. Je sais que c'est pas facile après une pièce de théâtre. On a les émotions à fleur de peau, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bon spectacle. Merci beaucoup. Merci. C'était Maxime Robin, donc, qui est metteur en scène et qui a fait le montage de la pièce de théâtre Hosanna ou La Scheherazade des pauvres. En bref. La Québécoise Sophie Dupuis a remporté dimanche le prix du meilleur film canadien au Festival international du film de Toronto, le TIFF, avec son film Solo. Solo raconte l'histoire de Simon Théodore Pellerin, un jeune maquilleur talentueux de Montréal qui se convertit en étoile montante de la scène drague la nuit. Nous sommes très honorés parce que le cinéma canadien est venu en force cette année, a-t-elle déclaré dans son discours lors de la remise des prix dimanche matin. La réalisatrice a présenté son film, projeté dans les salles québécoises depuis vendredi, comme une occasion de connecter des personnes queer à des personnes qui ne le sont pas. Ce n'est pas juste un film de drague, ça parle d'amour, de relations toxiques, de famille, d'amitié. C'est un film très festif, électrisant, mais super triste aussi, a-t-elle déclaré en entrevue avec Radio-Canada. C'est l'heure où... En toute fluidité. Avec Marie-Claude Joannis. Allô, Marie-Claude. Allô, Denis Martin. On te rejoint toujours à Kamouraska. Bien, au Kamouraska, à Rivière-Ouelle. À Rivière-Ouelle. Ben écoute, on est content de te retrouver cette année à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Et ben, comme tu as vu, cette année, on met des petites intros à nos chroniques. On a pensé en toute fluidité avec un peu d'eau. Ça fait toujours un peu plus fluide. Comment vas-tu? Ça va. J'ai décidé de parler de deuil aujourd'hui là, parce que j'ai un deuil moi-même dans ma famille. Puis Oui. je pense que c'est un sujet important dont on ne parle jamais trop. Oui, puis je m'excuse auprès des auditeurs et auditrices. J'ai oublié de changer ma manchette d'ouverture, puis je m'en suis pas rendu compte en la lisant. Vous savez comment est-ce qu'on se concentre sur nos entrevues? Des fois, on oublie ces petites choses-là. Mais voilà, alors, donc, on va parler de deuil, on parlera de prévention du suicide une autre fois. Mais justement, parlons du deuil. Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est important de faire la distinction entre un deuil et une perte. Tu sais, des fois, les gens vont dire je suis en deuil de mon ancien travail, tout ça. Là, je parle vraiment du décès, de la mort d'individus ou d'animaux qui font partie de notre vie. Donc, d'être cher. Puis c'est quelque chose que tu as beaucoup connu parce que tu as travaillé quand même 5 ans en soins palliatifs et tu as aussi été intervenante ou tu es encore intervenante avec de jeunes, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça parce que c'est important aussi de savoir là, que selon l'âge, le développement de l'enfant, il y a des façons différentes de percevoir puis d'accompagner les gens dans leur deuil. Mais tu sais, le deuil, c'est universel, Denis Martin, hein, tout le monde passe par là. Dans notre communauté LGBTQIA+, ben, des fois, ça prend aussi une teneur particulière parce que, ben, évidemment, les gens meurent souvent par maladie, par accident, mais malheureusement, dans nos communautés, il y a plus de suicides que dans la population générale et encore plus tristement et même révoltant. Donc, il y a également des morts par homicide, 375 meurtres de personnes transgenres au Canada en 2021. En un an? Oui, dans le fond, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Ouf, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, c'est énorme. C'est aberrant. Ouais. Donc, vous comprendrez que ce type de décès-là aussi fait vivre toutes sortes de choses particulières. Il faut comprendre que dans nos communautés aussi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement en contact avec leur famille biologique. Et on parle beaucoup du concept de famille choisie. Donc,
malgré tout, quand il y a un décès d'un membre de famille biologique, des fois, ça peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on n'a pas vu ces membres de famille-là, ou on les voit, mais c'est compliqué dans nos familles d'être qui on est, dans le genre qui nous convient, etc. Donc, ça peut susciter là, toutes sortes de complexités. Fait que je voulais qu'on prenne le temps peut-être de regarder ça un petit peu ensemble. Oui, parce que quand on parle de deuil, souvent, nous, on a des familles choisies aussi et des familles biologiques, comme tu as dit, qu'on ne choisit pas nécessairement, puis avec lesquelles on ne s'entend pas nécessairement bien. Exact. Et je ne parle pas d'expérience, évidemment pas. Mais effectivement. Ouais. Donc, c'est super important, tu sais. Donc, le choix appartient à chaque personne. Puis des fois, comme proche de la personne endeuillée, on peut ne pas comprendre le choix de la personne, mais c'est important de le respecter. Il y a des gens qui vont choisir d'aller dans leur famille, même si cette famille-là les a foutus à la porte, a été odieuse par rapport à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, parce que c'est ça, ça appartient à chaque personne. C'est important. Dans ces situations-là, il faut savoir que on peut en tout temps être accompagné de gens qui sont importants pour nous, de notre famille choisie dans ces moments-là. Puis si on décide d'aller dans notre famille avec qui c'était plus complexe. Et c'est aussi possible, Denis Martin, de vivre son deuil parce que c'est important de le vivre, même si c'est des gens que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vus, même si c'est des gens qui nous ont fait mal, ça fait remonter quand même des émotions. C'est important de vivre ça. Fait que c'est possible aussi de se faire soi-même des petits rituels, des cérémonies avec notre famille choisie. Souvent, dans cette famille choisie-là, ben, il y en a d'autres qui ont vécu des deuils dans leur famille, toutes sortes de deuils. Ça peut faire du bien de se regrouper avec ces gens-là, puis juste de parler de notre propre deuil. Des fois, on peut allumer une chandelle. Il y a des gestes simples, allumer une chandelle pour signifier la présence de cette personne-là. On peut se rappeler des souvenirs. Des fois, on a le goût de ressortir des photos. Des fois, il y a eu des périodes avec ces membres de famille-là qui ont été plus belles, tu sais, à l'enfance ou ailleurs. Puis c'est ça. Donc, juste parler de cette personne-là, juste vivre notre peine, notre colère, tout ce qui survient, notre déni, tout ça, tu sais, c'est important d'avoir un espace pour pouvoir l'exprimer parce que souvent on dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, le rituel dans le deuil, c'est quelque chose d'important. C'est là dans toutes les cultures du monde, puis c'est pas pour rien. C'est parce que on doit prendre un moment, au moment qui nous convient, puis de la façon qui nous convient, avec les gens qui nous conviennent. Mais c'est quand même important d'aborder ça, puis d'aborder ça avec les autres, avec des gens qui nous entourent, qui nous soutiennent, avec qui on peut être soi-même, avec qui on peut exprimer aussi tout ce qui vient. Donc, allons-y avec certaines données. Le deuil, ça dure combien de temps habituellement, ça? Ouais, ça, c'est ça, hein, l'espèce d'idée là, qu'un deuil, ça dure 1 an, puis qu'après... Alors, viens-en, là, ça va, c'est ça, passe à autre chose, c'est ça. Ouais, si t'es pas passé à travers, là, ça commence à être pathologique, il faudrait que tu aies consulté. Donc, moi, je dis toujours, il n'y a pas de date de péremption sur un deuil, puis le temps en lui-même n'arrange rien. Tu sais, l'espèce de phrase aussi, le temps arrange les choses. Ben non. Tu sais, si t'en parles pas, si tu le vis pas, tu sais, c'est pas juste le temps qui passe qui fait que ça s'arrange, tu sais. Donc, c'est ça. Non, il n'y a pas de temps. Puis, tu sais, les étapes aussi, moi, tu sais, il y a toutes sortes d'auteurs. Souvent, les gens vont entendre parler, là, ont beaucoup entendu parler d'Elisabeth Kubler-Ross, là, avec les phases de déni, colère, négociation, dépression, acceptation. Mais en fait, tout ça, tu sais, il n'y a pas de recette. C'est pas parce qu'on vit pas de colère qu'on n'a pas vécu notre deuil ou qu'on n'a pas, tu sais, puis c'est ça. Donc, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas un ordre établi non plus, parce que parfois la colère, la peine, ça va se chevaucher, puis on retourne. Exact. Puis, tu sais, c'est vraiment important aussi de savoir que chaque deuil est unique. Tu sais, des fois, comme personne qui veut bien faire, puis qui accompagne les endeuillés, tu sais, moi, pour avoir travaillé beaucoup avec cette clientèle-là, ben, tu sais, souvent, on veut bien faire, puis là, ben, on veut donner des conseils, on veut être encourageant, on veut... Puis, tu sais, souvent, c'est pas vraiment aidant. Ou il y a des gens aussi qui sont comme juste complètement maladroits puis qui sont comme juste vraiment mal à l'aise. Fait que, tu sais, peut-être, tu sais, dans le fond, ce qu'on a besoin, principalement, c'est, quand on est en deuil, c'est de présence. Ouais. Plus souvent qu'autrement, on a besoin de silence. On a besoin d'être écouté.
peu importe ce qu'on a envie de dire. Puis des fois, tu sais, sur le coup, c'est pas toujours le bon moment de parler de notre propre expérience de deuil, parce que l'autre qui vit, c'est pas ce qu'on vit. Tu sais, pour chaque personne, c'est différent. Donc, c'est assez simple. Puis souvent, des fois, même si on est en deuil, on a le goût de s'amuser un soir, puis de faire la fête, puis de pas parler de ça. Puis des fois, on a le goût de pleurer, puis ou juste ou de regarder des photos, de se rappeler des souvenirs. Tu sais, ça dépend, puis ça peut fluctuer d'une minute à l'autre, d'une journée à l'autre. Fait que, tu sais, l'idéal, c'est de nommer. Tu sais, comme accompagne. Ben, idéalement, la personne endeuillée, c'est de nommer son besoin. Mais des fois, on n'est pas capable de le faire pour plein de raisons. Fait que comme personne qui côtoie une personne endeuillée, ben, tu sais, on peut juste le demander, tu sais, ou dire, ben, moi, je me sens complètement maladroite ou maladroit, ou peu importe, je sens de la maladresse en moi, puis je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Tu sais, Ouais. des fois, c'est juste ça, ça fait du bien aussi, ça casse. Dire, ben, écoute, moi, j'ose pas t'en parler, mais tu sais, si tu veux en parler, sache que je suis là. Tu sais, c'est correct. Tu sais, je t'en parlerai pas, mais si tu veux m'en parler, je vais t'écouter. Tu sais. Donc, une belle Tu sais, il y a des- transparence, souvent, c'est ça qui va aider. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis juste, c'est ça, tu sais, qu'est-ce qui te ferait du bien, tu sais, un câlin, peu importe, tu sais, mais de pas l'imposer Mhm. idéalement, parce que chaque personne, c'est ça, puis de pas nommer non plus, ah oui, là, je pense que tu es dans ta phase de déni, ou là, là, tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme, tu sais, ah oui, là, tu sais, peut-être, là, ouais, là, tu fais du déni, mais tu sais, en tout cas, tu vas voir le mec qui sont en dépression après le mois, tu sais. Aïe, 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 aïe. Mais c'est des choses que les gens me rapportent régulièrement, Denis Ouais. Martin, là. Tu sais, on le dit en riant, mais tu sais, on est tellement maladroit face à ce qu'on connaît pas, donc c'est ça, tu sais, Moi, on apprend dans tout ça. j'avoue que Mm. j'ai passé plusieurs deuils dans ma vie, puis je me rappellerai toujours du deuil de ma mère. Et la chose que je m'étais fait dire, tu sais, c'était comme, ben oui, c'est clairement plus important pour toi en tant qu'homme gay, tu sais, c'est la seule femme de ta vie. Aïe, aïe, le commentaire que Ah tu ouais, portes. Et j'ai pas, ouais, c'est j'ai ça. pas relevé ça, mais tu sais, maintenant tu me dis Ouais. ça, puis je me dis, ben oui, tu sais, on en entend Mhm. des trucs comme ça. Ouais, souvent dans les suicides, les gens vont se faire dire ah, mais tu sais, au moins il est plus malheureux, ou tu sais, ou il est bien maintenant. Tu sais, aussi par rapport aux croyances, il faut faire attention, tu sais, parce que chaque personne est différente. Tu sais, il est bien maintenant. Donc, qu'est-ce On qu'on ne en sait sait? pas. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en sait, puis peut-être que pour toi, ça te fait du bien, puis que ça te soulage, puis que c'est important pour toi, mais peut-être que pour l'autre, ça le fâche, tu sais, peut-être que l'autre, par exemple, avec la religion catholique, vraiment des enjeux de colère, puis tout ça, fait que, tu sais, peut-être que cette personne-là n'a pas envie de penser qu'il est au ciel avec Jésus parce que Jésus, il fait chier, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, fait qu'il faut faire attention dans tout Ouais, ça. Mais tu sais, puis des fois, si on le fait, c'est correct, tu sais, puis dire, hey, excuse-moi, là, vraiment, là, hey, OK, ouais. Parle-moi de ce que toi, tu sais, exactement. on a le droit de se tromper, on peut se rattraper. Je vais te faire une parenthèse parce que pour l'avoir vécu l'an dernier, moi j'ai vécu un deuil animalier et ça, c'est pas Mhm, facile non plus. J'ai même mhm. interviewé quelqu'un Ben qui se oui, spécialise là-dedans à l'émission ici parce que ouais, beaucoup de nos mhm. personnes dans nos communautés ont des animaux domestiques. Et Bien j'avoue que sûr, quand bien mon sûr. chien est mort, j'ai dû le faire euthanasier. Moi, ça m'a pris un bout de temps avant de m'en remettre. Puis les gens me disaient, ben, achète pas un Mais autre chien, ça va bien aller, tu sais. ouais, mais non, c'est ça. C'est un autre chien, ça sera pas le chien que tu as perdu, tu sais. Ouais. Donc, c'est comme les personnes, tu sais, chaque personne est unique, chaque animal est unique. Je l'avais nommé en début aussi de chronique, tu sais, oui, les animaux font partie de nos vies, sont des êtres vivants. Donc, ça, oui, c'est important, tu sais, puis c'est même majeur, comme tu dis, pour plusieurs personnes. Donc, tu sais, c'est un peu la même chose, hein, le rituel est important. Puis, tu sais, on peut faire toutes sortes de gestes symboliques, tu sais, c'est pas toujours enterrer l'animal, tu sais, l'animal ou la personne, on peut écrire une lettre, l'enterrer, on peut se faire, souvent les gens vont se faire un genre de petit hôtel à la maison, tu sais, de mettre la laisse, ou si c'est une personne, la photo, un objet, l'odeur, le parfum de la Ouais. personne, tu sais, juste des choses qui font que cette personne-là ou cet animal-là continue d'exister, tu sais, parce que c'est ça qui est le plus troublant dans le deuil, c'est l'absence. Ouais. Tu sais, l'absence, ça fait mal, tu sais, puis on veut pas l'oublier non plus, tu sais, on veut pas que cet être ou cet animal qu'on a aimé disparaisse, tu sais, ça fait trop mal. Ouais. Donc, d'avoir cet ancrage-là à travers des objets, à travers ça fait du bien, tu sais, souvent, tu sais, puis encore là, ça dépend de chaque personne, OK? On peut pas imposer ça, tu sais, comme il y a des gens qui, par exemple, vont mettre la photo sur le cellulaire, puis ça aussi, les gens souvent font dire des commentaires, ah mon Dieu, mais là, ça fait, tu sais, mon Dieu, faut t'enlèves ça, ça doit être terrible. Tu sais, ben non, moi, ça me fait du bien, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, il n'y a pas de recette. C'est comme dans tout, hein. Alors, Qui était-
Oui. Oui, ben allons-y avec des ressources, parce que là, oui, il y a la famille choisie, il y a la famille peut-être moins choisie, biologique, mais bon, à un moment donné, si on a besoin de ressources, peut-être, moi j'aime bien parler d'une tierce partie professionnelle parfois qui peut nous donner l'écoute active dont on a besoin. Qu'est-ce que tu recommandes? Tout à fait. Dans le fond, c'est sûr que le Centre de prévention du suicide, ils ont des programmes d'accompagnement pour les endeuillés par suicide, donc ils sont vraiment spécialisés là-dedans. On sait aussi que des fois, le suicide amène une espèce d'onde de choc. Ça fragilise les gens autour quand il y a une personne qui se suicide. Donc, si on a des inquiétudes pour les gens autour aussi, on peut appeler le Centre de prévention du suicide, le 1-866 appel, juste pour parler de notre deuil en tout temps aussi. Il y a les maisons de soins palliatifs qui offrent aussi des groupes de soutien au deuil qui sont vraiment géniales. Puis, c'est sûr que moi, un organisme que j'adore, c'est Deuil Jeunesse. C'est Deuil Jeunesse, mais c'est de 0 à 100 ans qui sont vraiment l'organisme communautaire qui est spécialisé. C'est partout au Québec. Donc, ils sont spécialisés pour tout âge. Ils ont une expertise vraiment extraordinaire qui est fantastique. Puis en fait, eux, ils traitent toutes les sortes de deuil, le homicide, suicide, etc. Josée Masson, la fondatrice, elle est partout. Là, vous l'avez sûrement déjà vu. Bien, on va s'arrêter là-dessus, Marie-Claude. Alors, on se revoit le mois prochain, puis mes condoléances à toi. Merci. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 18 septembre 2023. N'hésitez pas donc à communiquer avec nous, heurciel@gmail.com. Merci à l'équipe Marie Massé et Godéric Traube qui sont à la recherche. Aujourd'hui, c'était Nicolas Schwartzmann à la mise en onde, Julie Curley pour la musique thème. Merci à toute l'équipe de Canal M. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 43.